Bonjour à tous. Donc, effectivement, il y avait déjà une directive machine qui existait en 2006. Cette directive machine, elle spécifiait les exigences essentielles de santé et sécurité au travail. Mais ce qui arrive demain, c'est le règlement machine de 2023-1230. En gros, la différence entre une directive et un règlement, c'est que une fois adoptée au niveau de l'Union européenne, la directive doit être transposée dans les États membres. Le règlement, il est directement applicable. Il est applicable dans l'État, dans tous les États membres. Et surtout, il crée des droits et des obligations pour les particuliers, avec leurs relations entre les particuliers ou entre les États membres ou les autorités de surveillance du marché de l'Union européenne. Donc en fait, la différence, elle est là, c'est que ce qui était existant auparavant devient de facto immédiatement applicable. Et il y a une petite nouveauté dans le règlement machine, c'est la définition de la machine mobile autonome. Donc là, je vais la lire parce que c'est important. On va prendre le temps de la lire doucement en soulignant chacun des mots. Il faut faire attention. Donc, la machine mobile autonome, ce qu'on appelle, nous, robot. Mais bon, robot, c'est le terme grand public. Dans les textes, c'est important de faire un distinguo. Donc, c'est une machine qui dispose d'un mode autonome qui n'est pas à confondre avec l'autonomie. L'autonomie, on entend beaucoup ça, c'est la durée d'utilisation d'une machine, en gros. L'autonomie, c'est le temps qu'il faut entre deux rechargements d'une batterie. Un mode autonome, c'est pas ça. Un mode autonome, c'est dans lequel toutes les fonctions essentielles de sécurité de la machine sont assurées dans sa zone de déplacement et de travail sans interaction permanente d'un opérateur. On a entendu ça tout à l'heure. C'est grosso modo une machine mobile qui assure sa sécurité par elle-même. Oui, à chaque instant, sans humain, sans berger, sans supervision. Donc, ça y est, normalement, si je suis une machine mobile autonome, en tout cas si j'ai plutôt acquis une machine mobile autonome, je peux la laisser bosser toute seule sans forcément la superviser directement du regard. Si elle est conforme au règlement machine, oui. Il faut s'assurer que le constructeur, il ait fait les démarches nécessaires pour le faire. Et pour ça, on se base sur ce qu'on appelle les normes harmonisées au niveau européen. On attend encore les normes harmonisées pour les règlements machines de 2027. Ça. Donc on a le cadre réglementaire, mais on n'a pas la norme qui va permettre de dire si je suis conforme au cadre ou pas. Les normes, il y en aura plusieurs, en fonction des usages, des travaux, enfin tout un tas de choses qui existent déjà au niveau de la directive machine. Et on a une liste de normes harmonisées qui existent, et on attend la transposition de ces normes-là ou pas, si elles sont directement applicables, pour le futur règlement machine. Et là, on va parler de petits cas pratiques. Donc, moi, je ne fais pas des grandes slides avec beaucoup de texte, mais je fais des petites images. Donc, par exemple, dans le règlement machine, c'est important de dire, et ça c'est essentiel pour tous les constructeurs, quand vous allez sur des salons professionnels, des foires ou des expositions ou ce genre de choses, il faut, auparavant, il était écrit dans la directive machine qu'on devait indiquer par un panneau visible que ce n'était pas encore conforme et qu'on ne pouvait pas la vendre. Là, c'est clairement écrit, c'est que le fabricant doit assurer et déclarer que c'est sous sa seule responsabilité que la machine satisfait aux exigences applicables au règlement. Et que du coup, il faut montrer... attends, j'ai un texte qui est très important. Voilà. Les autorités de contrôle ne font pas obstacle à la démonstration dans les salons, dans les foires, pour autant qu'on indique clairement, par plusieurs moyens, que sa machine n'est pas encore conforme, mais qu'elle est en cours de mise en conformité. Voilà, c'est très important. Grosso modo, je suis constructeur de robots, j'anticipe la conformité au règlement machine, c'est-à-dire je vais dire que ça va devenir une machine mobile autonome, donc un robot au sens classique du terme. J'ai le droit d'en faire la démonstration sous réserve que je dise que, attention, ça ne l'est pas encore, mais ça va bientôt l'être. Je suis en cours de mise en conformité. Oui, mais on essaye de ne pas mettre les gens en danger non plus. Oui, c'est ça. J'ai entendu plusieurs anecdotes où, dans un champ, il y a quelqu'un qui vient se pointer devant une machine qui roule toute seule en voulant tester ses fonctions de sécurité. C'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Oui, c'est important. Et il faut que le démonstrateur il puisse mettre toutes les mesures adéquates pour assurer la sécurité des personnes aux alentours, surtout en démonstration. Voilà.
Après, on avait aussi le cas de robots qui travaillent dans des corps de ferme. Donc là, j'ai pris un exemple un petit peu particulier, mais bon, on peut imaginer quelque chose comme une machine qui va distribuer de la nourriture dans une étable et qui a besoin de se recharger. Et au moment de se recharger, son godet à l'avant doit désactiver sa détection d'obstacles pour pouvoir interagir avec une matière. Et donc là, le fabricant a mis toutes les mesures adéquates de formation ou de signalement, de changement de la machine, de son comportement, et que donc les personnes autour sont informées. Il y a des signaux sonores, il y a des signaux lumineux, il y a une procédure particulière qui fait que là, à ce moment-là, la détection frontale ou arrière est annulée pendant un laps de temps court qui lui permet de faire son opération et puis qui revient dans un état de sécurité conforme et puis qui se remet à se déplacer dans le corps de ferme. Mais ça, c'est le fabricant qui doit le faire. Oui, et c'est la machine qui doit alerter autour d'elle. Attention, je ne suis plus en capacité de te détecter, ne te mets pas en face de mon godet. Par exemple. Et donc ça, c'est le fabricant qui doit anticiper tous les risques potentiellement prévisibles de l'usage de sa machine. Mais par exemple, une machine dans un corps de ferme, c'est pas un transporteur humain qui permet d'aller d'un point A à un point B. On ne monte pas sur un robot pour se déplacer plus vite dans son corps de ferme. Ni dans le godet d'un tracteur, même non, si on a tous envie de le faire. Pas ça. C'est important. Par exemple, sur la route. Donc, on a eu plusieurs questions ou interrogations sur est-ce que je peux déplacer mon robot sur la route. Il y a actuellement, aujourd'hui, en France, on est un peu pionnier là-dessus, des expérimentations pour faire des demi-tours sur des chemins ou pour piloter en mode manuel entre le champ et la ferme en passant sur une route, mais en mettant bien en amont qu'on a fermé la porte. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire circuler un robot sur la route. Pour déplacer un robot de parcelle en parcelle, il faut un porte-char. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une machine immatriculée qui a le droit de rouler sur la route. Même s'il n'est pas en mode autonome, même s'il est téléguidé. Alors aujourd'hui, non, pour le moment, on ne peut pas. Il y a des expérimentations qui sont en cours, mais on ne peut pas le faire. On verra comment la réglementation ou la législation va changer, mais ça, c'est encore en travail, donc c'est des perspectives futures. Mais oui, on n'a pas de robot qui circule sur la route. On espère quelques dérogations pour les chemins ruraux ou pour passer d'une parcelle à l'autre. Je vais peut-être pas le faire monter sur mon porte-char, comme tu le dis, juste pour lui faire passer la parcelle d'à côté. Tout chemin, en fait, appartient au domaine public. Une route qui rentre dans un corps de ferme qui est ouverte appartient au domaine public. Si on fait circuler une machine dans un corps de ferme, mais que celle-ci n'est pas délimitée par une barrière, et que quelqu'un rentre à l'intérieur, la responsabilité, elle est de la personne qui n'a pas mis en place les mesures de protection nécessaires ou qui n'a pas formé la personne qui devait le faire. Enfin, après, il y a une enquête de responsabilité à imaginer. Oui. Auchan ? Auchan, oui. Alors Auchan, les grandes questions qui se posent, c'est la détection d'obstacles, qu'il soit un animal domestique ou un être humain ou quiconque. Ou un drôle de machin. Ah, bah là, on dirait un ours polaire qui est dans un champ de maïs. C'est étrange, mais bon, il y a le changement climatique qui arrive, donc il faut rester à la pointe. Et donc, effectivement, il y a cette détection d'obstacles, arrêt ou évitement, en fonction des stratégies qui sont mises en place. Si on peut se permettre de soulever l'outil, voir quels sont les usages en cours. Mais surtout, il y a la sortie du champ. Donc, quels sont les géofencing ? Tout à l'heure, on a entendu un robot qui se déplace uniquement, moi je l'ai peut-être entendu en privé, un robot qui se déplace uniquement au lidar, qui détecte son chemin au fur et à mesure qu'il progresse, sans avoir forcément un géofencing autour de la parcelle. Mais il faut s'assurer que le robot ne sorte pas du champ. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, pour le Robotherium qui est à l'Agrotechnopole, ils sont en train de construire des douves, je ne sais pas à quelle profondeur, pour éviter qu'un robot qui circule pendant 48 heures, au bout d'un moment, au milieu de la nuit, il ait perdu son contact GPS, ou il y a eu un décalage, ou mettons une tempête solaire qui pousse un petit peu les signaux, et boum, il y a un décalage de 3 mètres sur le côté. Et comment on fait ? Ça peut arriver. Et donc, voilà, quelles sont les mesures prises par les fabricants dans ces cas-là ? Donc oui.
Tu voulais ajouter un truc? Ouais, non, j'avais une question pour toi justement sur cet enjeu de détection d'obstacles. Si par exemple, et tu vas reconnaître la question, le manuel du constructeur dit que chaque matin, tu dois, avant de mettre en route ton robot dans tes champs, vérifier que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent. Tu l'as pas fait, et bam, ce jour-là, il y a un accident. Qui est responsable du coup? Le fabricant. Le fabricant, il ne doit pas dégager sa responsabilité dans une notice d'utilisateur en disant que si tu n'as pas nettoyé mon capteur avant de lancer la mission, bah en fait, je me dédouane. Non, en fait, le fabricant, il aurait dû prévoir des mesures qui disent est-ce que mon capteur a été nettoyé, si j'ai besoin de le faire, et dans ce cas-là, j'annule le départ de la mission. Enfin, ou d'autres stratégies pour empêcher le départ. Mais il ne peut pas faire reposer la sécurité sur un opérateur ou un utilisateur. Ça, c'est un point vachement important et c'est à lui aussi d'anticiper tous les mésusages potentiels des dispositifs de sécurité. Typiquement, j'en ai ras le cul que ça se déclenche tous les 4 matins, je mets un scotch sur le capteur. Voilà. Ça, c'est au constructeur d'anticiper ce mésusage-là. Oui, ou par exemple, moi j'ai vu des trucs, tu as une télécommande mort dans la main, parce que tu dois être à proximité à moins de 5 mètres, bah, tu mets un bout de scotch autour et puis tu le poses sur la machine et tu t'en vas. Ah non. Ça, on n'a pas le droit. Ah non, on n'a Mais pas le droit. déjà, on n'a pas le droit, on va dire, c'est une très mauvaise idée du point de vue utilisateur, mais ce que on est en train de se dire, c'est que c'est au constructeur d'anticiper ce problème-là et ce mésusage-là parce qu'il est anticipable. Oui, et puis surtout parce qu'on a quand même affaire à une particularité du public utilisateur qui est quand même pas mal débrouillard, pas mal bricoleur, et qui peut se dire attends, j'ai besoin d'adapter un truc, j'ai besoin de changer mon outil derrière, de faire quelque chose. Oui, sauf que les outils, il faut les prendre en compte dans les enveloppes de géométrie des robots. Donc tous les outils traînés, tractés, ceux qui sont sous la machine, à la limite, ils sont contenus sous une enveloppe globale. Donc là, on peut considérer que la géométrie, elle est maîtrisée par la machine. Mais il y a tous ceux qui sont rajoutés, qui ne communiquent pas forcément avec la machine, et là qui posent un souci de Et on le voit encore une fois avec des questions de responsabilité sous-jacentes. Quelques textes qui arrivent pour Oui. compléter ce cadre réglementaire. En fait, il y a 4 textes qui tournent autour de cette histoire de la machine mobile autonome qui ont été publiés et qui vont être applicables en 2027 pour la plupart. Donc le premier, c'est le règlement machine, celui qui remplace la directive machine. Donc lui, on en a déjà parlé. C'est celui qui cadre un petit peu toutes les exigences essentielles de santé et sécurité au travail, mais pour toutes les machines. Hein. C'est pas que la machine mobile. Ça peut être la machine à laver, ton ordinateur. Ça peut être. Donc c'est très très vague. Heureusement, elles ne sont pas tous autonomes, ces machines-là, mais par contre, on est d'accord qu'il est d'ores et déjà en vigueur. Alors, il est en vigueur, c'est-à-dire qu'il a été publié et il sera applicable à partir du 20 janvier 2027 dans sa totalité. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, c'est Vincent qui en a parlé avec les enjeux de données. Et il y a le Data Act. Et le Data Act, il parle beaucoup de l'usage des données et surtout du fait qu'elles soient ouvertes et utilisables par tous les prestataires de services. Donc ça, c'est un gros travail qui est important et qu'il faudra prendre en compte pour tous les outils ou toutes les machines qui puissent être créatrices de données. Après, imagine, tu changes ton robot et tu en veux changer de marque, mais tu as déjà fait toute ta carto, tu as déjà fait tout ton style de travail et tu voudrais juste le transposer ou essayer de récupérer les points importants. C'est important de prendre ça en compte, l'interopérabilité des données. Oui, et la notion de portabilité aussi de ces données si jamais je change de fournisseur. Oui, ou d'outils. Ou d'outils. Un autre texte important. Alors, attends, ça marche plus. Dans l'autre sens. Voilà, il faut que ça tourne dans le bon sens, le carrousel. Et donc après, il y a le Cyber Resilience Act. Donc là, c'est une autre étape importante, c'est le transfert des données, la sécurisation du robot et de sa façon dont il transfère ses données entre, je ne sais pas, une tablette et la tablette, un cloud, un serveur, une infrastructure générale. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qui est importante sur la criminalité liée à l'attaque des services de données. Oui, avec un enjeu de conservation de la sécurité de cette donnée, quel que soit le support que j'utilise et quelles que soient les interconnexions avec différentes plateformes. Tous ces textes, il y en a encore un. Et oui, l'IA Act, on en a parlé il y a une seconde avec cette histoire d'IA. Donc, bon, là, c'est un texte très général qui parle surtout au début sur les IA à haut danger potentiel, c'est-à-dire celles qui ont plutôt tendance à supprimer des postes de cadres intellectuels, on va dire, ceux qui écrivent ce genre de trucs, parce que c'est vraiment
l'importance du moment. Mais c'est vrai que c'est sur ces histoires d'IA, il y a un cadre réglementaire qui arrive sur les usages et comment sont traitées les informations à l'intérieur. Et donc, c'est un texte que je n'ai pas encore fini d'étudier, mais il rentre dans tout le carrousel législatif. Avec un enjeu que tous ces textes s'articulent les uns les autres et qu'on puisse s'assurer d'une bonne interprétation de ces différents textes. Exactement. En fait, ces 4 textes arrivent tous en application au même moment, en 2027. Et donc, il y a quand même, avec ces textes, un cadre réglementaire qui est plus clair sur la gestion des responsabilités. Mais va y avoir la nécessité d'élaborer, comme je vous le disais tout à l'heure, des normes harmonisées pour pouvoir les appliquer sur nos machines mobiles autonomes, nos robots agricoles. Et donc, pour tout ça, il y a beaucoup de travaux en cours dans les différents groupes de travail afférents. Et il y a la fameuse définition du tracteur autonome qui n'est pas encore établie et qui est une grosse part des futures réflexions que nous aurons. Combien d'années ont été prises pour définir ce qu'est une machine mobile autonome? Il a fallu peut-être 5-6 ans, oui. Pour 4 lignes. Donc on imagine que pour tracteur autonome, là aussi, ça va prendre un peu de temps. On espère qu'on mettra ça en moins de 2, oui. D'accord. Bon courage en tout cas. Merci Simon pour cette intervention. Je vous l'avais dit, il arrive à rendre la réglementation sexy, ce qui n'est pas gagné. Merci beaucoup. Une question, 3 questions de la part du public en ligne. Oui. Alors, une première question de Bruno Tisser, qui nous suit à distance. Une rampe frontale d'irrigation peut-elle être considérée comme un engin autonome ou même un enrouleur? Une rampe frontale? Une rampe frontale, c'est juste une Donc barre d'irrigation? C'est un équipement qui est porté par le tracteur, qui lui n'est pas autonome, mais par Si contre qui se déploie de manière automatique, si ce n'est autonome. Tout dépend du type de capteur que la barre frontale embarque avec elle. Si elle asservit le tracteur qui est derrière et qu'elle lui dit où est-ce que tu te déplaces, quelle ligne tu dois travailler, et que en plus cette barre frontale est équipée de capteurs qui lui permettent d'assurer toute la sécurité dans sa zone de travail et de déplacement, on peut considérer que ça devient une machine mobile autonome. Mais si jamais elle ne cherche pas à revendiquer l'assurance de sa propre sécurité par elle-même, c'est juste un outil automatique, oui, peut-être pas forcément autonome, et auquel cas la responsabilité, elle est dans le pilote. Elle est chez le pilote et pas chez le constructeur. S'il y a toujours un pilote dans le tracteur. Merci. Alors, une deuxième question de Alain Savary, cette fois-ci. Pouvez-vous expliquer dans l'ancienne directive et dans le nouveau règlement la notion d'autocertification et celle nouvelle du cas particulier de certification par un tiers, donc dans le nouveau règlement? On sent l'expert du machinisme agricole qui parle. Alors, effectivement. Donc, en fait, on est dans le cadre de la nouvelle approche avec la réglementation machine. Donc, en fait, la nouvelle approche, c'est une sorte d'harmonisation des règlements à l'échelle européenne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule procédure de conformité pour mettre en conformité sa machine. Donc, c'est l'autocertification, c'est le fabricant qui assure et déclare sous sa seule responsabilité que la machine satisfait aux exigences applicables au règlement. La chose importante, c'est qu'on peut faire un contrôle interne de sa machine, de sa production. Donc je m'auto-qualifie norme CE selon... voilà. Pour avoir ton petit tampon CE, tu vas mettre sur ta machine. Voilà. Tu l'as avant d'aller en foire, par exemple, tu n'as pas besoin de mettre ton panneau. Mais, je peux le dire tout seul, pas forcément demander à un tiers de le certifier. Ça serait un contrôle interne. Un contrôle interne. Un contrôle interne de la production. Ensuite, tu pourrais avoir un examen UE de type. Donc, il y a l'annexe 7 du règlement qui en parle, suivi d'une conformité au type également sur la base d'un contrôle interne de la production. Donc ça, il y a 2 examens qui sont décrits dans les annexes du règlement. Là, qui font appel à des tiers extérieurs à l'entreprise pour vérifier cette conformité. Oui. Il y a une partie où c'est un tiers, il y a une partie où tu le fais toi-même. Okay. Et il y a une autre partie, c'est une conformité sur l'assurance qualité générale de l'entreprise. Tu dis que tu respectes tes process, que tu as écrit tout ce que tu sais faire, que tu contrôles
l'intégralité de la chaîne de mesure, de contrôle, de création, de production, là, tu te soumets à une étude COFRAC, par exemple. Tu dis, en train d'écrire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs styles. L'autocertification, 2, la certification par un tiers, mais autour du produit, et 3, la certification du management, du système de management de la qualité globale. Oui, ou la conformité à l'unité. Tu prends une machine et tu vérifies qu'elle est conforme, et là, tu fais appel à un cabinet ou une station d'essai ou n'importe quoi, et tu viens vérifier point par point sur toute la machine, Sur toute une la machine liste. en particulier. Et il y a beaucoup de choses, et c'est à l'unité. D'accord. Et ça, qui décide quel est le bon... C'est le fabricant qui choisit sa stratégie en fonction de ce qu'on peut appeler la dangerosité de la machine. Bon, et c'est en détail dans l'annexe 1 du règlement. Nathalie, une dernière question? Oui, merci. Donc une troisième question. Alors peut-être qu'il y a déjà eu quelques éléments de réponse. Donc c'est Aline Dupont qui nous demande: la logistique de déplacement du robot porte-char peut constituer un frein important à l'adoption pour les agriculteurs. Est-il prévu d'engager des discussions pour modifier cette réglementation? Alors j'en parlais tout à l'heure. On a une petite, on a un programme France Expérimentation pour faire des tests avec des constructeurs qui sont porteurs du dossier et qui sont volontaires pour essayer de faire cette expérimentation. Aujourd'hui, pour circuler sur la route, il faut être conforme au code de la route. Une machine mobile autonome n'est pas conforme au code de la route. Donc, il y a encore des progrès à faire sur est-ce qu'il faut une plaque d'immatriculation? Est-ce qu'il faut être conforme au freinage? Est-ce qu'il faut être conforme à la poussée qu'on doit mettre sur une direction en sachant qu'il n'y a pas de volant? Donc, comment on fait quand on a juste une télécommande? Enfin, il y a tout un tas de questions qui doivent être répondues par les différents services de l'État avec qui on travaille. Et je précise juste que le France Expérimentation, donc c'est un cadre qui permet on va dire, de réaliser un projet qui ne répond pas a priori, en tout cas qui dépasse le cadre réglementaire existant. Mais en gros, on le dit... On fait une dérogation. On met une petite bulle autour de ça en disant bon, ok, c'est de la R&D, tu as le droit dans ce cadre-là et avec toutes les précautions qui sont mises en œuvre de effectivement venir challenger un petit peu la réglementation pour éventuellement contribuer à son amélioration. Oui, ou son évolution. Ou son évolution. Merci beaucoup Simon pour tous ces propos extrêmement précis et à plus tard.